il arrive un moment où l'on comprend que attendre des autres nous a épuisés plus que n'importe quelle épreuve extérieure. Ce n'est pas une révélation soudaine, mais une prise de conscience lente, presque silencieuse, qui se construit au fil des déceptions discrètes et des attentes non dites. Pendant longtemps, on croit que quelqu'un finira par nous rejoindre là où nous sommes, qu'une preuve d'attention ou un geste inattendu viendra combler ce vide que l'on ne veut pas regarder en face. Pourtant, plus on insiste dans cette direction, plus on découvre que ce besoin d'être rassuré nous éloigne de nous-mêmes. On cherche dans les regards extérieurs une confirmation que l'on n'arrive pas à se donner, comme si la valeur personnelle dépendait de la réaction de quelqu'un d'autre. Et c'est précisément là que la fatigue s'installe, une fatigue qui n'est pas liée au corps mais à l'âme. Elle nous rappelle que s'appuyer exclusivement sur autrui crée une forme subtile de dépendance, presque imperceptible, qui finit par peser lourd dans nos gestes, nos choix, nos silences. Lorsqu'on observe ces mécanismes avec un peu plus de lucidité, on se rend compte que l'attente devient un terrain glissant. On croit laisser une porte ouverte, mais en réalité, on reste immobile devant un horizon qui ne change jamais. On imagine que l'autre comprendra nos besoins sans qu'on ait à les exprimer, qu'il devinera nos manques parce que nous faisons l'effort inverse. Mais la réalité humaine est plus simple. Chacun avance avec son propre rythme, ses limites, ses préoccupations invisibles. Espérer que quelqu'un porte notre fardeau intérieur à notre place revient à lui demander quelque chose qu'il ne peut pas offrir. Cette prise de conscience n'est pas un reproche envers les autres, c'est plutôt une façon d'admettre que nous projetons parfois sur eux un rôle qu'ils n'ont jamais promis d'assumer. Et cette projection crée une tension discrète qui, avec le temps, nous éloigne de notre propre responsabilité émotionnelle. Comprendre cela ne signifie pas renoncer à la connexion humaine, mais reconnaître que certaines batailles sont profondément personnelles. Il existe des zones de notre vie où personne ne peut entrer à notre place, même ceux qui nous aiment sincèrement. Apprendre à se battre seul ne veut pas dire devenir froid ou distant, plutôt cultiver une présence intérieure qui ne s'effondre pas dès que quelqu'un ne répond pas comme on l'espérait. C'est une manière de respirer différemment, plus ancré, moins dépendant du regard extérieur. C'est accepter que l'autonomie émotionnelle n'est pas un isolement, mais une forme de maturité qui permet d'aimer sans s'attacher à l'idée que l'autre comblera chacun de nos manques. Ce chemin demande du courage, parce que il oblige à se regarder sans masque, à reconnaître les fissures qu'on voulait cacher. Mais c'est précisément dans cette honnêteté que naît la force qui nous manquait, la capacité de marcher sans attendre que quelqu'un nous prenne par la main pour avancer. Peu à peu, on découvre que s'attendre à ce que quelqu'un devine nos besoins crée une forme d'illusion qui nous fragilise. On pense agir avec patience, mais au fond, c'est une manière d'éviter une vérité qui dérange. Personne ne peut vivre à notre place ni porter ce que nous refusons de affronter. On se surprend à analyser des gestes, à interpréter des silences, à bâtir des scénarios autour de petites attentions ou de petites absences, comme si chaque détail révélait quelque chose de crucial. Mais cette recherche constante d'indices finit par nous enfermer dans une vigilance émotionnelle qui épuise. On en vient à confondre l'incertitude normale des relations humaines avec un manque de valeur personnelle, comme si chaque distance prouvait que nous ne méritons pas d'être choisis. Or, cette interprétation est souvent un miroir déformant qui ne reflète pas la réalité. Elle révèle surtout notre difficulté à nous appuyer sur nous-mêmes, à reconnaître que notre stabilité ne peut pas dépendre de réactions que nous ne contrôlons pas. Lorsqu'on arrête de surveiller chaque signe venu de l'extérieur, un autre phénomène apparaît. On remarque que beaucoup de choses que l'on prenait comme des offenses ou des négligences étaient simplement des différences de rythme ou de priorité.
Tout le monde ne ressent pas avec la même intensité, tout le monde n'exprime pas ses émotions avec la même aisance. Ce décalage ne veut pas dire absence d'intérêt, mais il devient dangereux lorsque nous y projetons nos propres insécurités. On croit que quelqu'un ne répond pas parce qu'il ne tient pas à nous, alors qu'il peut être absorbé par ses responsabilités, ses pensées, ses propres doutes. Et c'est là que le travail intérieur commence réellement. Distinguer ce qui relève de l'autre de ce qui appartient à nos attentes. Cette distinction est essentielle car elle nous libère d'un poids que nous avons souvent construit nous-mêmes. Elle permet de sortir de cette quête permanente d'approbation qui, sans qu'on s'en rende compte, peut orienter toute notre posture affective. Apprendre à se battre seul n'est pas une injonction à la dureté, mais une invitation à reconquérir notre espace intérieur. C'est accepter que certaines blessures n'ont pas à être guéries par la présence d'autrui, mais par la douceur que l'on s'accorde à soi-même. C'est comprendre que la stabilité émotionnelle ne se trouve pas dans les promesses des autres, mais dans la relation que l'on entretient avec nos propres limites. Lorsque l'on admet cela, un apaisement inattendu apparaît. On cesse de voir les autres comme des sauveurs potentiels et on commence à les voir comme des compagnons de route libres de rester ou de partir sans que cela menace notre équilibre. Cette liberté intérieure transforme la manière dont on entre en relation, on se présente plus authentiquement, sans dissimuler nos vulnérabilités, mais aussi sans les imposer. C'est un mouvement plus respectueux, plus aligné, où l'on ne cherche plus à retenir qui ne veut pas rester et où l'on accueille avec gratitude ceux qui choisissent d'avancer à nos côtés. Il y a une étape délicate dans ce processus, celle où l'on réalise que l'attente devient une forme de renoncement à soi-même. On croit simplement laisser du temps à la situation, mais souvent on se met en pause, comme si notre vie restait suspendue à une décision qui ne dépend pas de nous. Cette immobilité intérieure est subtile, on continue de travailler, de parler, de remplir nos journées, mais une partie de nous reste tournée vers cette espérance que quelqu'un comble un vide que l'on n'a jamais voulu nommer. C'est là que l'on comprend que le vrai manque n'est pas l'absence de l'autre, mais l'absence de notre propre présence. Quand on reporte sur quelqu'un la responsabilité de nos apaisements, on lui confie un rôle impossible à tenir, et cette délégation émotionnelle finit tôt ou tard par créer de la frustration, car personne ne peut répondre exactement aux besoins que nous n'avons pas encore clarifiés nous-mêmes. Au fil du temps, on découvre que certaines déceptions sont en réalité des révélations non pas sur les autres, mais sur les attentes que l'on plaçait en eux. On voulait qu'ils perçoivent nos fragilités sans que l'on ait à les exprimer, qu'ils interprètent nos silences comme des appels, qu'ils comprennent nos peurs avant même que nous les reconnaissions. Cette espérance, bien qu'humaine, crée une dynamique injuste, elle place l'autre dans une position qu'il n'a pas choisie et nous maintient dans une dépendance affective dont on ignore souvent l'ampleur. Comprendre cela ne signifie pas se blâmer, mais reconnaître qu'une part de notre souffrance vient de cette confusion entre lien et attente. Un lien se construit à deux, mais une attente naît souvent de nos manques personnels. Lorsque l'on prend conscience de cette distinction, une forme de lucidité s'installe, presque comme une respiration nouvelle. On cesse progressivement de interpréter chaque geste comme une validation ou un rejet, et l'on commence à voir les relations pour ce qu'elles sont réellement, des espaces de rencontre, pas des lieux où réparer nos anciennes blessures. C'est dans cet apprentissage que naît l'idée de se battre seul, non pas contre les autres, mais pour soi-même, se battre pour son espace intérieur, pour sa dignité, pour la paix que l'on mérite. Ce combat-là n'a rien de violent, il est fait de décisions calmes et de renoncements nécessaires.
C'est choisir de ne plus courir derrière ce qui ne se tourne pas vers nous, c'est accepter que l'énergie que l'on dépense à retenir ce qui s'éloigne pourrait nourrir ce qui cherche à entrer. Ce déplacement intérieur transforme profondément la manière dont on se positionne dans la vie. On devient moins sensible aux fluctuations extérieures, moins dépendant des signes d'approbation, moins envahi par les attentes silencieuses. Cela ne signifie pas que l'on ferme son cœur, mais qu'on lui offre une structure plus solide. Une structure qui ne s'effondre pas au premier signe de distance, une structure qui permet d'aimer sans se perdre, d'accueillir sans se sacrifier et d'avancer sans attendre que quelqu'un trace le chemin à notre place. À mesure que l'on avance dans cette compréhension, quelque chose change dans la manière dont on perçoit les comportements des autres. On réalisait auparavant une multitude de lectures émotionnelles qui n'étaient pas toujours justes, et petit à petit, on découvre que beaucoup de gestes qui nous semblaient déterminants n'étaient en réalité que des variations naturelles des relations humaines. Le fait que quelqu'un soit moins présent un jour ne signifie pas un désintérêt profond, de la même façon qu'une attention ponctuelle ne garantit pas un engagement durable. Cette lucidité nouvelle nous invite à regarder les liens autrement, sans ces filtres épais faits de peur et d'attente. On apprivoise alors une forme de maturité émotionnelle qui permet d'accueillir les choses telles qu'elles sont, sans les dramatiser ni les idéaliser. Cette approche apaise de nombreuses inquiétudes et remet au centre ce qui avait été oublié, notre propre stabilité. C'est souvent à ce moment-là que l'on voit apparaître un point essentiel, presque fondateur, la cohérence. La cohérence entre ce que nous donnons et ce que nous recevons, entre nos élans et ceux des autres, entre nos besoins et leurs capacités, cette cohérence ne se mesure pas en comparaison, mais en ressenti. On sait instinctivement quand une relation circule dans les deux sens, quand les efforts se répondent, quand les présences se complètent, et à l'inverse, on perçoit aussi quand quelque chose se déséquilibre, même si l'on essaie de le minimiser. Ce déséquilibre n'est pas toujours le signe d'un problème, mais il devient un point d'attention si l'on y répond systématiquement par davantage d'efforts unilatéraux. Se battre seul commence ici, dans la capacité à reconnaître quand on pousse une porte qui ne s'ouvre pas. Ce constat demande du courage car il nous confronte à nos propres illusions, mais il est aussi profondément libérateur. Il nous rappelle que certaines distances ne sont pas des jugements sur notre valeur, mais simplement des indications sur où investir notre énergie. Lorsque l'on accepte cette réalité, une forme d'espace intérieur s'ouvre. On cesse de vouloir forcer des rapprochements et l'on commence à se recentrer sur ce que l'on peut réellement maîtriser, nos choix, notre rythme, notre paix. Et ce recentrage ne crée pas un retrait du monde, mais une présence plus consciente. On devient moins tenté par les dynamiques où l'on doit prouver sa place et plus attentif aux liens où l'on se sent naturellement accueilli. Ce changement modifie non seulement nos relations, mais aussi la manière dont on se perçoit soi-même. On découvre une solidité nouvelle, une confiance qui ne dépend pas de la constance d'autrui, mais de la relation intime que l'on entretient avec son propre centre. Se battre seul prend alors un autre sens. Non pas lutter, mais se construire. Bâtir une base intérieure suffisamment stable pour ne pas vaciller au moindre silence, suffisamment douce pour ne pas se fermer au monde, suffisamment ferme pour ne pas se perdre dans ce qui ne nous répond pas. Cette construction lente et patiente devient un véritable ancrage, une manière de marcher plus sereinement à travers la vie. Ce chemin intérieur révèle aussi une vérité que l'on avait longtemps ignorée. Certaines présences ne nous faisaient pas réellement du bien, mais nous y restions attachés par peur du vide. On croyait que avoir quelqu'un, même peu disponible, valait mieux que le silence. Pourtant, ce vide tant redouté se révèle souvent un espace de reconstruction plutôt qu'un signe de perte.
Lorsqu'on cesse de courir après ce qui s'éloigne, l'on découvre une respiration que l'on n'avait plus ressentie depuis longtemps. Il n'y a plus cette tension constante, ce besoin de surveiller les réactions de l'autre, cette attente de confirmation. À la place, une clarté s'installe. On prend conscience que ce que l'on interprétait comme un lien était parfois simplement une habitude nourrie par la crainte d'être seul avec soi-même. Ce constat n'est jamais agréable, mais il est d'une grande importance, car il rappelle que l'attachement ne garantit pas la réciprocité et que la familiarité n'est pas synonyme de équilibre. C'est précisément dans ces moments de lucidité que se manifeste la force discrète du détachement. Le détachement ne consiste pas à se couper des émotions ni à prétendre que l'on ne ressent rien. Il s'agit plutôt de se libérer de ce qui nous enlève notre paix. C'est reconnaître que l'insistance n'a jamais transformé un désintérêt en engagement, que la patience n'a jamais changé la direction de quelqu'un qui ne voulait pas avancer vers nous. Ce détachement n'est pas une punition infligée à l'autre, mais un geste de protection envers soi-même. Il permet de reprendre les rênes de notre propre énergie, de décider consciemment de ne plus investir là où rien ne revient, de cesser de attendre des réponses à des questions que l'autre ne se pose pas. Ce mouvement intérieur n'a rien d'égoïste et au contraire, il invite à une relation plus juste avec soi. Il nous rappelle que ce que nous offrons a de la valeur et que cette valeur mérite un espace où elle est vraiment accueillie. À partir du moment où l'on adopte cette posture, les relations prennent une allure différente, on cesse de s'accrocher aux signes faibles et l'on commence à regarder les actes réels. On voit clairement qui fait un pas vers nous et qui s'éloigne malgré notre bonne volonté. On entend mieux la différence entre quelqu'un qui est occupé et quelqu'un qui ne nous priorise pas. Cette distinction qui semblait floue auparavant devient presque évidente. Alors, se battre seul devient une manière de affirmer calmement sa propre dignité. Ce n'est pas lever un mur, mais tracer une frontière intérieure. C'est pas fermer la porte à autrui, mais arrêter d'en laisser une entrouverte pour quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention d'entrer. Et c'est dans ce cadre plus clair que l'on retrouve un sentiment de légèreté que l'on croyait inaccessible. Une légèreté née du fait que l'on ne cherche plus à convaincre, que l'on ne dépend plus de gestes imprévisibles, que l'on ne se construit plus autour de présences hésitantes. On avance avec plus de assurance, conscient que ce qui est fluide reste et que ce qui résiste n'était pas fait pour nous accompagner. Au fur et à mesure que l'on clarifie ces dynamiques, une transformation profonde s'opère dans notre manière de ressentir les relations. Ce qui autrefois nous plongeait dans l'incertitude devient un simple indicateur, non plus une menace. On cesse de considérer la distance de quelqu'un comme une preuve de rejet et l'on comprend qu'elle reflète souvent ses propres limites, ses préoccupations, ses zones d'ombre. Cette compréhension apporte une forme de sérénité qui nous manquait jusque-là, une manière plus douce de être en lien. On n'attend plus que l'autre répare nos failles ou comble nos absences parce que l'on a appris à prendre en charge ce qui nous appartient. Ce repositionnement intérieur change tout. Il réduit considérablement la peur de perdre, la peur de déplaire, la peur d'être oublié. On avance avec moins d'appréhension parce que l'on sait désormais que notre valeur ne se mesure pas à la fréquence des messages reçus ni au degré d'attention qu'on nous accorde. C'est également dans ce nouvel état d'esprit que l'on découvre la puissance du choix. Auparavant, on se laissait porter par l'élan de vouloir être accepté, parfois au point d'oublier sa propre dignité. Aujourd'hui, ce mouvement s'inverse. On observe la qualité des liens avec un regard plus lucide, plus ancré. On perçoit plus distinctement les relations qui nous nourrissent et celles qui drainent nos forces. On distingue les gestes spontanés qui témoignent d'un réel intérêt, des gestes calculés qui n'apparaissent que lorsque l'autre a quelque chose à y gagner. Cette clarification progressive ne génère pas de dureté, mais de la transparence. Elle protège de l'illusion
Elle évite de s'investir dans des histoires déjà épuisées avant même d'avoir commencé. Se battre seul ici prend un sens nouveau, c'est défendre l'espace mental nécessaire pour rester fidèle à soi. C'est refuser de s'éparpiller dans des dynamiques qui ne conduisent nulle part, même lorsque l'attachement rend la coupure difficile. Cette manière plus consciente d'être en relation nous apprend aussi à accueillir les départs. Ce qui hier ressemblait à une injustice devient aujourd'hui un mouvement naturel de la vie. Certaines personnes franchissent notre chemin pour un temps, puis s'éloignent lorsque les parcours cessent de s'accorder. Cela ne signifie pas échec, mais évolution. Et lorsqu'on cesse d'interpréter chaque éloignement comme une faute personnelle, on redécouvre une forme de liberté intérieure. On n'est plus en train de courir après ce qui s'échappe, ni de retenir ce qui n'a plus envie d'être là. On laisse les choses suivre leur cours, non pas par résignation, mais par maturité. Et cette maturité change radicalement notre rapport aux liens. Elle nous permet d'apprécier davantage ceux qui restent, ceux qui avancent à nos côtés sans que l'on ait à demander. Ceux qui choisissent la relation non pas par habitude mais par envie sincère, c'est dans ce cercle plus restreint mais plus authentique que l'on retrouve un sentiment de paix longuement cherché. Dans cette nouvelle manière de vivre les relations, on se rend compte que la véritable stabilité ne dépend pas de la constance des autres, mais de la solidité de notre propre centre. C'est une découverte qui au début peut sembler déroutante, car on a longtemps cru que la présence d'autrui était le pilier principal de l'équilibre intérieur. Pourtant, avec le temps, on comprend que la sécurité émotionnelle naît d'un endroit plus intime, la façon dont on se parle, dont on se respecte, dont on répond à nos propres besoins. Ce changement de perspective modifie profondément notre rapport à la solitude. Ce qui paraissait auparavant inquiétant devient maintenant un espace d'ancrage. On réalise que la solitude n'est pas un manque, mais une présence différente, un terrain où l'on peut se reconnecter à soi sans être interrompu par les attentes extérieures. Ce regard plus apaisé permet d'aborder les relations non plus comme une nécessité, mais comme un choix, et c'est justement ce choix qui transforme notre posture. On ne cherche plus à attirer à tout prix, à être indispensable ou à mériter la place que l'on occupe dans la vie de quelqu'un. On avance avec une intention plus claire, être soi-même et laisser les autres se positionner librement. Ceux qui veulent rester trouveront naturellement leur chemin vers nous, tandis que ceux qui s'éloignent ne seront plus une source de tourment. Ce détachement calme n'est pas de l'indifférence, mais une expression de maturité. Il permet d'observer les comportements des autres sans se sentir menacé, sans se précipiter dans des explications qui ne nous appartiennent pas. On voit plus distinctement qui vient par choix et qui vient par convenance, qui apprécie notre présence et qui la considère comme acquise. Ces distinctions ne blessent plus, elles éclairent. Elles permettent d'investir son énergie là où elle circule réellement et non dans des directions où elle se perd. Il y a aussi dans cette évolution intérieure une manière plus douce de se protéger. Auparavant, on ressentait le besoin de convaincre, de expliquer, de prouver. Désormais, cette impulsion disparaît peu à peu. On ne cherche plus à forcer une compréhension car on sait que ce qui est authentique n'a pas besoin d'être justifié. On écoute davantage, on observe davantage et on agit avec plus de cohérence. Eh bien, cette cohérence devient une forme de force tranquille. Elle nous aide à poser des limites sans agressivité, à exprimer nos besoins sans culpabilité, à reconnaître nos émotions sans les laisser diriger tout notre comportement. Ce mode de relation, plus posé et plus clair, permet d'éviter les attachements douloureux et de préserver ce qui compte vraiment. Se battre seul, à ce stade, n'est plus une défense contre le monde extérieur, mais une construction intérieure. C'est le choix conscient de grandir, de se redresser, de rester fidèle à soi-même lorsque les circonstances deviennent incertaines.
arrivé à ce stade. On comprend qu'apprendre à se battre seul n'est pas une affirmation d'orgueil, mais un acte de clarté. C'est reconnaître que la vie ne se construit pas autour de ce que les autres nous donnent, mais autour de ce que nous décidons de créer à partir de nous-mêmes. Cette compréhension ne naît pas d'un moment spectaculaire, mais d'une accumulation de prises de conscience, de nuances perçues dans nos propres réactions, de répétitions émotionnelles que l'on finit par décrypter. On réalise, alors que attendre des autres nous maintenait dans un état de suspension, une forme d'attente qui étouffait notre propre mouvement. Ce n'est qu'en retirant cette attente que l'on redécouvre notre capacité à avancer, à choisir, à respirer. La force que l'on cherchait ailleurs se manifeste enfin non pas comme une résistance, mais comme une présence intérieure qui s'affirme sans bruit. Cette présence nouvelle permet d'aborder les relations avec un équilibre que l'on n'imaginait pas possible. On ne cherche plus à être compris systématiquement, on ne dépend plus de la validation ou de la constance de quelqu'un pour se sentir aligné. On découvre que les liens les plus solides sont ceux où chacun se tient debout par lui-même, où la rencontre n'est pas un besoin mais un choix, où la proximité se nourrit d'une liberté mutuelle. Ainsi, lorsque quelqu'un s'éloigne, la douleur ne devient plus une déchirure insurmontable, mais une transition que l'on traverse avec plus de douceur. Et lorsque quelqu'un reste, c'est plus une victoire personnelle, mais la simple expression d'un accord intérieur, d'une harmonie naturelle. Ce regard change tout. Il nous libère des attentes qui épuisent, des poursuites qui blessent, des illusions qui enchaînent. Au fond, se battre seul revient à se rappeler que notre dignité n'est pas négociable. Elle ne dépend pas de la fréquence des messages reçus, des invitations partagées, ni de l'attention accordée. Elle repose sur la manière dont on se respecte, dont on se relève, dont on choisit d'avancer, même lorsque le soutien extérieur manque. Cette dignité devient une boussole silencieuse, une manière de rester fidèle à ce que l'on ressent juste, même lorsque cela implique de laisser partir certaines personnes ou certaines histoires. Accepter cela ne ferme pas le cœur, au contraire, cela le protège pour qu'il puisse continuer à aimer de manière saine, ouverte, authentique. C'est ainsi que l'on découvre que ce que l'on craignait le plus, être livré à soi-même, était en réalité l'étape nécessaire pour accéder à une forme plus profonde de liberté intérieure. Et finalement, on comprend que arrêter d'attendre des autres n'est pas un renoncement aux relations, mais une manière plus vraie de les vivre. On cesse de demander aux autres ce qu'ils ne peuvent pas offrir et l'on s'autorise à recevoir ce qui vient avec sincérité. On avance plus léger, avec moins de peur et plus de confiance, sachant que ce que la vie retire ouvre souvent la voie à ce qu'elle prépare. Se battre seul n'est donc pas une lutte contre le monde, mais une rencontre avec soi-même. Une rencontre qui, une fois assumée, transforme profondément notre manière de être, de aimer et d'avancer, libre de ces chaînes invisibles que nous avions nous-mêmes forgées.